Bonjour à tous. Merci de participer à notre webinaire aujourd'hui. Avant de commencer, je veux juste m'assurer que mon collègue Karim nous entend. Karim, est-ce que tu es là? Oui, je t'entends, Frédéric. Parfait, merci. Excellent. On va commencer la présentation sur la gestion des incidents de type ransomware. Donc, mon nom à moi est Frédéric Blais. En fait, je suis avec StreamScan depuis environ presque 4 ans en gros, je gère la relation avec les clients et j'ai participé aussi à beaucoup d'incidents de cybersécurité dans les PME sur le terrain, donc à collaborer avec l'organisation pour les aider en fait à régler les cas d'attaque qu'ils subissaient. Et donc aujourd'hui, j'ai mon collègue Karim Gadam, en fait, qui est le fondateur de StreamScan, qui est notre expert en cybersécurité, le chef de la cybersécurité chez StreamScan. Et donc aujourd'hui, on va présenter sur comment il faut agir quand il y a un incident de cybersécurité. Karim va prendre la parole un peu plus tard dans la présentation. Je vais le laisser aussi se présenter à ce moment-là. Donc, je continue. Donc, juste un instant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, aujourd'hui, je vais commencer par présenter l'organisation StreamScan en quelques mots pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les services qu'on offre et où on se situe en termes de cybersécurité. Ensuite, on va embarquer dans le bref du sujet. On va commencer par présenter 2 cas d'incidents où on était intervenu pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain lors d'un incident. Ensuite, on va expliquer quoi faire en cas d'attaque de type ransomware, donc c'est quoi les étapes à suivre. Ensuite, on va présenter des méthodes pour se protéger contre les ransomware aujourd'hui. Et ensuite, je vais présenter aussi c'est quoi les causes premières, qu'est-ce qui fait que les organisations se font pirater. Puis ensuite, on va finir par présenter les pistes de solutions pour les organisations, les choses qui doivent être implémentées pour se protéger aujourd'hui, pour faire face aux cyberattaques. Donc, StreamScan, qui on est? Donc, StreamScan, on est une entreprise de Montréal. On est spécialisé au niveau de la cybersécurité opérationnelle. Donc, on est composé d'experts en cybersécurité et de chercheurs académiques. Donc, on a vraiment une équipe de pointe très pointue et on a une expertise aussi très avancée au niveau de la détection et la compréhension des attaques informatiques. Donc, d'un côté, on a développé une technologie qu'on appelle le CDS, qui est un outil qui est conçu pour détecter les signaux d'attaque dans les parcs informatiques. Et de l'autre côté, on a l'expertise pour savoir quoi faire avec ces informations-là. Donc, on a un centre de services géré où on va surveiller la sécurité à distance de nos clients. Et on a une équipe aussi interne de réponse aux incidents. Donc, c'est-à-dire qu'on intervient chez les entreprises qui sont piratées pour les aider à revenir le plus rapidement possible en production de façon sécuritaire. Donc, on a vraiment une expertise pointue au niveau de comment se défendre contre les attaques et quoi faire quand il y a une attaque informatique. Donc, notre centre de surveillance de la cybersécurité est basé à Montréal et c'est de ce point-là qu'on va surveiller en fait l'infrastructure de nos clients. StreamScan a une approche qui est basée sur l'intelligence artificielle. Donc, on utilise l'intelligence artificielle pour détecter les signaux de compromission dans les parcs informatiques et ça nous donne un avantage par rapport aux méthodes traditionnelles où on est plus basé sur de la signature, par exemple. Donc, on est capable de détecter beaucoup plus de choses. Et aujourd'hui, c'est essentiel pour rester à l'affût et être capable de se défendre contre tous les nouvelles types d'attaques qui existent et qui apparaissent continuellement aujourd'hui. Donc, sur un autre point aussi, notre expertise a été retenue récemment. On a remporté un premier contrat avec l'aviation royale canadienne, en fait, pour protéger les avions de chasse. Donc, encore là, les avions de chasse aujourd'hui sont connectés à Internet. Ils peuvent subir des attaques et donc, il faut les protéger. Donc, StreamScan, on a remporté un mandat avec justement l'armée canadienne à ce niveau-là. Je ne sais pas si Karim veut rajouter quelque chose ici. Ben, je pourrais juste rajouter qu'en fait, l'armée de l'air canadienne s'est rendue compte que lorsqu'ils sont sur le terrain d'opération, il arrive dans certains cas que les avions de chasse subissent des attaques. Donc, en général, ce type d'attaque-là, ça concerne des tentatives d'interception d'informations ou des tentatives d'altération de communication, ce qui peut porter atteinte aux opérations des alliés, par exemple. Donc, l'idée, c'est de proposer une solution qui va utiliser l'intelligence artificielle pour modéliser tout ce qui est comportement anormaux qui pourraient être des signes de cyberattaques qui ciblent les avions de chasse et puis d'être en mesure ensuite de les bloquer pour éviter qu'il y ait des impacts. Parfait, merci. Je continue. Donc, aussi, dans le cadre de notre service de surveillance, on a identifié un groupe de pirates qui ciblait des entreprises francophones au Québec. Et donc, on a porté les investigations jusqu'au bout, en fait. On a monté un rapport
pour comprendre c'est quoi leur mode de fonctionnement et on a présenté ce rapport-là aux autorités. Et donc, avec cet exercice-là, on a pu aider à arrêter ce groupe de pirates-là qui était aux États-Unis. Encore une fois, peut-être Karim, tu veux rajouter quelque chose ici? Ce que je pourrais rajouter, Frédéric, ça va concerner le mode opératoire de ce cas de ransomware-là. En fait, tout est parti du fait que des pirates ont mis en place un site web qui était considéré comme par les outils de sécurité dans les réseaux, notamment les serveurs proxy, comme étant un site qui était légitime. Donc, c'est comme par exemple des sites web des médias ou d'autres compagnies sur lesquelles vous avez l'habitude de naviguer. En fait, les pirates ont monté un site qui était considéré comme étant clean et derrière, ils ont monté un ransomware de telle sorte que lorsque vous faites des recherches sur les moteurs de recherche pour trouver un modèle de CV, ben vous tombez sur les sites web. Et quand vous tombez sur les sites web, vous cliquez en pensant peut-être télécharger un modèle de CV. En réalité, le fichier qui est téléchargé, c'est un fichier qui contient un ransomware. Donc, dès que vous cliquez dessus, le ransomware s'exécute, il encrypte vos données, il essaie ensuite de se propager à travers votre réseau. Puis, ces genres de scénarios sont assez difficiles à détecter pour la simple raison que le site web sur lequel vous naviguez est considéré comme étant un site qui est sain. Puis, à partir du moment où le site est considéré comme étant sain, ben, ça va faire en sorte que les utilisateurs vont baisser la garde, puis ils vont télécharger l'information en passant sur quelque chose qui est assez légitime. Merci, Karim. Donc, je continue. Donc, on travaille avec plusieurs organisations, essentiellement dans les PME au Québec. Donc, vraiment, le fil conducteur qui rejoint la majorité de nos clients, c'est vraiment des entreprises qu'on va appuyer, qui n'ont pas d'expertise interne en cybersécurité et qui ont besoin d'avoir une équipe qui peut les supporter. Donc, StreamScan, on devient souvent le bras armé, je dirais, de l'équipe TI. On va prendre en charge la cybersécurité opérationnelle pour ces clients-là et on va devenir un partenaire, en fait, à long terme de la sécurité. Donc, c'est vraiment la façon qu'on travaille avec nos clients. Donc, vraiment, notre spécialité, c'est les organisations qui n'ont pas d'expertise interne au niveau de tout ce qui est opération de cybersécurité. Donc, je rentre plus dans le vif du sujet par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à les envoyer dans le chat pendant la présentation. On va pouvoir y répondre à la fin. Donc, maintenant, les ransomware. Donc, qu'est-ce que c'est un ransomware? Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type d'attaque-là, en fait, un ransomware, on peut dire un malware. C'est un logiciel qui est conçu pour identifier des données dans votre parc informatique, des fichiers, par exemple, et qui vont être encryptés. Et une fois qu'ils sont encryptés, ben, vous ne serez plus capable, en fait, d'accéder à vos données. Donc, vous ne pourrez plus travailler, en fait, à l'interne de votre organisation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les pirates? C'est qu'ils vont vous demander un montant d'argent, habituellement payé en bitcoins, pour vous donner accès à vos données. Et donc, les organisations qui se retrouvent attaquées par un ransomware, souvent se retrouvent dans une situation, justement, où ils ne peuvent plus opérer l'organisation et ben, ils se retrouvent dans une décision à prendre où est-ce qu'on est capable de remettre des backups? Est-ce qu'on commence à discuter avec les pirates? Donc, ce type d'attaque-là est de plus en plus fréquent aujourd'hui. Il existe une multitude de variantes et de scénarios d'attaque. On va en présenter deux ici plus précisément pour que vous voyez qu'est-ce qui peut se passer dans un cas d'attaque par ransomware. Donc, le premier cas qu'on a sorti, c'est un cas où on est intervenu. Donc, le profil de l'organisation, bon, c'était simplement une organisation, à peu près une soixantaine d'employés, 200 machines avec un directeur TI. Donc, comment le ransomware s'est ramassé dans l'organisation? En fait, il y avait un port RTP qui était exposé sur Internet de façon non sécuritaire et donc les pirates ont simplement pu utiliser ça pour se connecter au réseau et ensuite se propager et infecter le réseau. Et donc, il faut comprendre que quand il y a une attaque de type ransomware, il y a plusieurs problèmes aussi qui vont découler de ça parce qu'habituellement, les pirates, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller chercher à faire le plus de dégâts possible. Donc, habituellement, ils vont viser à aller chercher, par exemple, les backups que vous avez en place et aussi les encrypter pour vous enlever ce pouvoir-là de négociation avec eux. Dans ce cas de cette organisation-là, on avait une organisation qui se fait encrypter, mais on se rend compte quand on veut récupérer les données que les sauvegardes de données sont désuètes et donc on ne peut pas les réutiliser en fait pour repartir l'organisation, remettre l'organisation en production. Okay? Un autre problème qu'on rencontre aussi, c'est que les pirates, en s'infiltrant dans le réseau, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont capturer les données qui sont confidentielles à l'organisation, ils vont les exfiltrer. Et donc, on se retrouve à avoir des pirates qui nous demandent de payer une rançon
et si on ne paye pas la rançon, en fait, ils disent qu'ils vont exposer les données. Et donc, on a un autre problème qui se rajoute. Et ensuite, dans ce cas-là, on a rencontré d'autres problèmes. C'est que la clé de déchiffrement, en fait, en discutant avec les pirates et en fait, dans la négociation, on a obtenu une clé de déchiffrement, mais la clé ne fonctionnait pas. Et donc, ça, c'est une situation qui est particulière. On a l'impression que si on se fait hacker, on a juste à payer, que c'est merveilleux, on peut retourner en production. Mais la réalité, c'est qu'il y a des problèmes qui apparaissent durant l'attaque. Et ici, par exemple, on ne pouvait pas récupérer les données même après que l'organisation ait décidé de payer la rançon. Et donc, en parlant avec les pirates, on parle avec eux pour avoir une deuxième clé qui pourrait fonctionner. La deuxième clé aussi est inefficace. Donc, on se ramasse dans une situation où les négociations, les discussions avec les pirates aussi s'étirent. Et donc, on est en arrêt. L'organisation ne peut pas travailler pendant des semaines. Dans ce cas-là, l'organisation avait une demande de rançon de 100 000 $. On s'est retrouvé aussi à être paralysé pendant 4 semaines, en fait, de ne pas avoir accès à nos données. Ensuite, il a fallu changer les serveurs à l'interne. Donc, il y a eu des frais pour ça. On a eu des pertes de données, on a eu des pertes de clients parce que pendant que l'entreprise ne travaille pas, ben, on a des problèmes à l'interne. Donc, s'il y a des contrats qui sont en train de se signer, s'il y a des clients qui étaient plus à risque de partir, ben, tout le contexte est là pour en fait avoir le momentum pour que des clients y sortent. Et finalement, il y a des frais TI associés à la réponse aux incidents, aussi aux experts qui doivent être déployés pour aider à reconstruire le parc informatique. Donc, la facture monte très vite dans ce genre de problème-là, ce genre d'attaque-là. Un autre cas qu'on a vécu, c'est une entreprise manufacturière ici avec une centaine d'employés. C'est une organisation qui travaille avec un tierce parti. En fait, c'est pas elle qui s'occupe de l'infrastructure directement. Donc, le problème qu'on fait face, c'est que il y a une campagne d'hameçonnage qui vise l'organisation et donc, à travers un courriel malicieux, les pirates réussissent à s'infiltrer dans le réseau. Donc, le problème qu'on voit ici dans l'organisation, c'est que les backups n'ont jamais été testés, en fait. Donc, l'organisation a des backups, mais ils n'ont jamais été testés. Et ça nous amène à avoir un prochain problème qui est pour pouvoir remettre les backups dans le parc informatique. En fait, on a un problème de récupération des données, donc on n'arrive pas à mettre les backups en place et ça va retarder encore de façon importante la remise en production de l'organisation. Donc, encore une fois, on a une organisation qui se fait pirater. OK, on a des backups, mais on n'arrive pas à pouvoir faire rapidement qu'est-ce qu'on devrait faire normalement dans ce genre de situation-là. Et donc, là, il y a des coûts qui commencent à s'accumuler, du retard qui commence à avoir l'organisation. Et tout ça, c'est des frais supplémentaires par rapport à l'incident. Donc, ici, le dégât, en fait, l'organisation s'est fait demander 50 000 $ pour le rançongiciel. Ensuite, on a eu des lignes de production, en fait, qui ont été paralysées pendant 3 jours. Donc, ça, c'est des coûts supplémentaires pour l'organisation. Il y a eu des serveurs à changer. Et ensuite, il y a eu des coûts importants pour intégrer les données. Donc, encore une fois, quand il y a un incident, il y a plusieurs problèmes qui vont sortir en même temps dans l'organisation. L'exemple que je donne récemment, c'est comme le COVID, en fait. Quand le COVID a commencé, tous les problèmes qu'on ne voyait pas sont sortis dans les chaînes d'approvisionnement, dans la façon qu'on gérait les centres de retraite, par exemple. Et donc, à chaque fois qu'il y a un incident, ça fait sortir beaucoup de problèmes. Et souvent, c'est les problèmes qu'on soupçonne le moins, en fait. Donc, ça, c'est 2 cas que nous, on a vus. Il y en a plusieurs autres. Chaque cas est unique. Aujourd'hui, ils se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et à chaque fois, on découvre des nouveaux problèmes que les organisations doivent faire face quand ils subissent une attaque par ransomware. Donc, maintenant, je vais laisser Karim plus rentrer en détail sur, en fait, les causes ici. Qu'est-ce qu'on voit le plus souvent comme les problèmes de sécurité qui sont exploités pour les attaques. Puis ensuite, expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas d'une attaque par ransomware. Karim? Ton micro est fermé, Karim. Ouais. OK. Merci, Frédéric. En fait, juste pour ajouter un détail sur le premier cas que Frédéric a présenté, où, par exemple, lors du traitement de cas, on s'est rendu compte à un moment que la première clé de déchiffrement n'était pas efficace et puis que la deuxième n'était pas efficace. En fait, ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que avec la COVID notamment et l'explosion des cas d'attaque actuellement, les groupes de cybercriminels qui sont impliqués dans les cas de ransomware sont de mieux en mieux organisés, ils sont structurés avec plusieurs niveaux de sous-traitance. Donc, actuellement, vous avez des groupes qui vont créer le ransomware, qui vont ensuite les sous-traiter à d'autres personnes qui vont se charger de trouver des victimes puis les infecter. Puis ce qu'on constate, c'est que dans certains cas, ce sont des sous-traitants
de niveau 2 ou de niveau 3 qui vont faire des victimes, qui vont négocier directement le paiement des rançons. Et puis, lorsqu'ils se rendent compte que la clé ne fonctionne pas, plutôt que de répartir à la maison mère pour essayer de trouver la bonne clé, ben, ils vont essayer eux-mêmes de faire de la rétro-ingénierie pour essayer de trouver des solutions eux-mêmes pour éviter évidemment de payer plus d'argent à la maison mère. Donc, ça crée une situation qui est très, très problématique, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, même si vous payez la rançon, la probabilité que vous puissiez déjà accéder à votre clé, elle est très, très minime. Donc, Frédéric, on peut continuer. Juste pour me présenter, en fait, moi, c'est Karim Ganame. Je suis le chef de la cybersécurité à StreamScan, comme Frédéric l'a dit. Je suis docteur en cybersécurité, notamment dans tout ce qui est détection, prévention d'intrusion informatique. Et j'enseigne aussi la cybersécurité à l'École polytechnique de Montréal. Donc, dans le cadre des opérations qu'on réalise, je fais partie de l'équipe qui monitore à distance la sécurité des réseaux de nos partenaires. Je suis aussi impliqué beaucoup dans les cas de réponse aux incidents en termes de coordination, en termes de gestion opérationnelle des cas d'incident. Puis, il arrive malheureusement, même si je n'aime pas le faire, que je sois impliqué dans des cas de négociation des paiements des rançons avec les pirates pour la simple raison que la compagnie n'a par exemple aucune donnée, aucun backup qui est viable et puis que si elle ne paie pas la rançon ou qu'elle n'entend pas de discussion avec les pirates, malheureusement, elle peut aller jusqu'à la fermeture. Donc, de par notre activité sur le terrain en matière de réponse aux incidents, ce que nous constatons, c'est qu'il existe plusieurs moyens qui permettent d'introduire un ransomware dans un réseau. Actuellement, on va vous en donner les 5 principales. La première que nous on constate, c'est littéralement les attaques de type RDP. Donc, grosso modo, notamment avec le cas de la COVID, les compagnies ont déployé des solutions en interne qui permettent à leurs employés de travailler à distance. Donc, vous avez un petit logiciel sur votre ordinateur, puis un serveur déployé à l'interne dans le réseau. Puis, lorsque vous voulez vous connecter au réseau, vous initiez une connexion en rentrant votre nom utilisateur et votre mot de passe. Puis, la solution de contrôle à distance valide est-ce que le mot de passe est bon? Si oui, il vous laisse rentrer dans le réseau. Donc, lorsque ces solutions ont été déployées massivement par les compagnies, ça a été une aubaine pour les pirates. En fait, aujourd'hui, souvent, on a l'impression que les attaques sont lancées par des humains. La réalité, c'est que derrière, dans 99% des cas, ce sont des robots. Donc, des millions et des millions de robots qui balaient Internet 24 heures sur 24, non-stop, à la recherche de ce type de serveur-là. Donc, dès qu'ils tombent sur un serveur de ce genre, qui est accessible sur Internet, ils vont automatiquement tout seuls, sans qu'il y ait une intervention humaine du pirate, ben le robot, l'automate qui lance l'attaque, va essayer plusieurs variantes de nom utilisateur ou de mot de passe pour essayer de trouver un mot de passe qui est valide dans votre réseau. S'il trouve le mot de passe, automatiquement, il prend le contrôle du réseau, il se connecte et puis ensuite, vous allez avoir une personne physique qui va être le pirate, qui va prendre la main, qui va rentrer dans le réseau, qui va fouiner. Ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois. Dès qu'ils rentrent dans le réseau, ils ont tout le temps. Ils n'essaient pas immédiatement d'infecter la machine le jour qu'ils ont pris le contrôle du réseau. Ils vont essayer de trouver des cibles d'intérêt. Des cibles d'intérêt, ça va être des machines pour eux qui ont tellement de valeurs qu'ils ont l'impression que vous ne pourrez même pas résister et que vous allez être obligé de pouvoir rentrer en négociation pour le paiement de rançon. C'est souvent, par exemple, les serveurs de contrôle de domaine, par exemple Active Directory, des bases de données qui contiennent des renseignements personnels ou d'autres systèmes qui sont importants pour vous. Donc, ça, c'est le premier cas qu'on va rencontrer le plus fréquemment en matière d'attaque. Le deuxième cas qu'on va rencontrer, ce sont les cas d'hameçonnage. Vous recevez un courriel ou des courriels qui rentrent. Vous avez l'impression que ce sont des courriels qui sont légitimes. Vous cliquez sur le courriel. Vous avez souvent un lien qui est embarqué dans le courriel. Et lorsque vous cliquez sur le lien, vous pouvez être redirigé vers une page qui semble légitime. Souvent, ça va être une page qui est tout à fait celle d'un média ou celle d'une entité qui semble valide. Ou même, dans certains cas, ça va être une page qui va reproduire trait pour trait, par exemple, la page de Office 365 dans les clouds ou tout autre système. Donc, vous allez penser que vous faites la bonne chose et que le site web est légitime. Lorsque vous cliquez, il peut y avoir un malware qui s'introduit sur votre ordinateur, qui infecte votre ordinateur, qui va ensuite balayer le réseau pour trouver d'autres systèmes afin de pouvoir les infecter aussi. Donc, le troisième cas qu'on voit aussi, ce sont des cas de navigation sur un site web qui est considéré, qui semble légitime, mais derrière, c'est un site web qui est malicieux. En général, dans les compagnies, on va déployer ce qu'on va appeler les solutions de filtrage de la navigation Internet. Et puis, ces solutions-là, malheureusement, ne sont pas en mesure de pouvoir détecter 100% des cas de sites web qui sont malicieux. Donc, dans l'imaginaire ou dans la conception de l'utilisateur, à partir du moment où le site est autorisé par l'outil de navigation Internet, on a l'impression que c'est un site qui est légitime, donc un site qui est sain. Alors que la réalité, c'est que les pirates, ils en déploient tous les jours. On voit de nouveaux sites web qui apparaissent. Puis, le site peut être malicieux et dès que vous cliquez, ben, vous allez sur le site et puis il peut y avoir un outil malicieux qui va se trouver sur votre ordinateur. C'est un travail qui est très, très ardu dans la mesure où derrière les outils de navigation, de contrôle de la navigation Internet ne sont pas en mesure de pouvoir détecter 100% des cas.
Puis, dans certains cas, certains sites malicieux vont passer dans les mailles du filet et malheureusement, l'utilisateur qui clique va se faire infecter. L'autre cas qu'on voit aussi, ce sont des vulnérabilités qui sont connues sur les systèmes qui sont exposés sur Internet. On le voit encore, malheureusement, vous avez des vulnérabilités. Pour ceux qui s'en rappellent, en 2017, il y a eu un ransomware qui s'appelait WannaCry, qui a fait beaucoup de dégâts, qui exploitait une vulnérabilité de Microsoft. Croyez-moi ou non, encore en 2021, on trouve encore d'autres compagnies qui ont cette vulnérabilité, qui sont sur des serveurs qui sont exposés sur Internet. Donc, qu'est-ce que les automates ou les machines automatisées qui balaient Internet 24 heures sur 24 font? Lorsqu'ils balaient, qu'ils tombent sur une vulnérabilité, sur ce genre de serveur-là, pour eux, c'est une aubaine. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'ils vont lancer des exploits, ce qu'on appelle dans le jargon de la cybersécurité des shell codes. C'est littéralement des programmes informatiques qui vont s'exécuter automatiquement pour essayer d'exploiter la vulnérabilité pour prendre le contrôle de vos machines. Puis, dans des cas d'incidents, par exemple, que nous avons vus, le pirate a été capable de lancer son programme à distance qui a été en mesure de pouvoir arrêter l'antivirus qui se trouvait sur l'ordinateur, puis d'exécuter les ransomware sans que le pirate il ait même à se connecter directement sur la machine en question. Donc, c'est des cas qu'on voit de plus en plus aussi. Et le cinquième cas, c'est littéralement le fait que le pirate peut essayer de vous attaquer. Il se rend compte que c'est complexe, donc il va passer par des tierces parties avec qui vous collaborez, par exemple. Donc, ça peut être des partenaires que vous avez qui ont des réseaux qui sont moins sécuritaires. Donc, le pirate prend le contrôle de ces réseaux-là. Ensuite, il essaie de rebondir pour entrer dans votre réseau dans le cas où vous avez une connexion directe à votre réseau. Sinon, il pourrait prendre le contrôle des boîtes de courriel de votre partenaire, envoyer ensuite un courriel sur lequel, malheureusement, certaines personnes vont cliquer. Puis dès que l'utilisateur clique, souvent vous avez un fichier PDF ou un fichier Word ou Excel qui est embarqué. Vous ouvrez le fichier, derrière il y a un ransomware qui s'exécute, qui scanne votre réseau pour pouvoir se propager ensuite. C'est justement ce cas-là qui a été exploité dans le cadre de l'infection par ransomware que la STM a connue l'année dernière. Donc, quoi faire maintenant en cas de ransomware? Si vous avez des cas de ransomware, il y a des bonnes pratiques qui existent, des bonnes choses à faire pour éviter d'augmenter les impacts de l'incident. La première chose, certaines personnes, j'imagine, qui sont sur l'appel ont déjà vécu des cas d'incident et puis ils pourront sûrement donner leur avis là-dessus si ça les tente. En fait, l'élément le clé ici dans le cas de la gestion d'un cas d'incident de type ransomware, c'est votre capacité à pouvoir gérer le stress. Vous avez beau avoir une bonne équipe de sécurité interne qui a toute l'expertise nécessaire, si elle n'a pas capable, elle n'a pas la capacité de pouvoir mieux gérer le stress, ben les dégâts vont augmenter. Donc, la première chose à faire, si vous voyez par exemple une machine qui est infectée, que vous voyez un fichier qui vous demande de payer une rançon, restez calme. Dites-vous que le mal est déjà fait et qu'il va falloir que vous restez calme parce que si vous paniquez, ben vous allez augmenter les dégâts. Donc, une fois que vous avez cette capacité-là à pouvoir évidemment rester calme, puis pour être capable évidemment de pouvoir garder votre calme, le mieux serait de toujours vous préparer en amont, avoir par exemple un plan de réponse aux incidents que vous allez tester de manière régulière. Donc, si l'incident commence, c'est de prendre du recul derrière et puis de vous dire que plus vous allez pouvoir agir rapidement, plus vous allez commencer à traiter l'incident de manière efficace et puis plus vous allez être capable de minimiser les dégâts. Dans plusieurs cas d'incidents que nous, on voit par exemple, au début, les utilisateurs ou les équipes TI en question, ils ont l'impression que c'est une joke. Ils trouvent ça drôle de voir une machine qui a une fenêtre qui demande de payer la rançon. Puis, en quelques minutes après, vous avez l'équipe de support qui commence à être inondée d'appels, certains utilisateurs qui n'arrivent pas à accéder à certains services. Et puis là, on commence à se rendre compte que c'est problématique. Puis, les équipes en interne, pour la simple raison qu'elles sont mal préparées, vont passer beaucoup de temps à essayer de régler le problème eux-mêmes avant d'aller demander de l'aide. Dans les cas qu'on a constatés, souvent, les équipes TI internes vont passer 2 à 3 jours à essayer de régler le problème. Puis souvent, pendant les premières minutes, vous avez 5 machines qui sont infectées. Puis au jour 2, déjà, on passe peut-être à 20 ou 30 machines qui sont infectées. Alors que ces équipes-là, si elles auraient réagi très rapidement, si elles étaient allées chercher de l'aide à l'extérieur le plus vite possible, ben, elles auraient minimisé littéralement les impacts de l'incident en question. Donc, autre élément aussi, c'est lorsque vous faites face à un cas d'incident, si vous ne l'avez jamais fait, mettez votre ego de côté, puis essayez d'aller chercher de l'aide extérieure. L'idéal ici, c'est de vous préparer en amont, puis d'établir des contacts avec des compagnies qui sont expertes en matière de réponse aux incidents, puis vous allez avoir leur numéro de téléphone juste à côté, puis dès que vous vous rendez compte, après 1 ou 2 heures, je vous recommande fortement d'agir très, très vite. Après 1 ou 2 heures d'essai, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas capable de régler le problème, appelez de l'aide extérieure de telle sorte que ces compagnies-là puissent venir vous aider très rapidement à prendre le contrôle de la situation et vous aider à régler le problème de manière efficace. L'autre élément qui est très important en matière de gestion d'incidents, c'est la gestion de la communication. Vous avez beau avoir une équipe de sécurité interne qui gère le cas de manière technique très, très bien. Si la communication n'est pas bien faite,
ben, l'image que ça va projeter derrière, c'est que vous avez raté la gestion de l'incident. L'idée ici, c'est il faut être transparent lorsque vous avez un cas d'incident, communiquer avec les employés pour qu'ils comprennent qu'il y a un problème, mais n'en dites pas trop. Donc, par exemple, vous avez un serveur qui est infecté, un serveur qui est critique, qui paralyse les opérations, informez l'ensemble des employés que vous faites face à un cas de problème informatique sur lequel vous êtes en train de travailler, vous êtes à tel niveau de résolution, tout avance. Et puis surtout, n'attendez pas ou n'ouvrez pas la porte pour que les employés commencent à vous poser des questions parce qu'en cas de réponse aux incidents, vous êtes pris par l'urgence déjà. Donc, vous avez besoin d'être concentré, vous avez besoin de focaliser toutes vos énergies sur la gestion des cas d'incident. Ne laissez pas les gens venir vous voir parce qu'ils ont besoin d'informations complémentaires. Donc, anticipez, soyez proactifs. Puis, chaque fois que vous communiquez, par exemple par courriel, annoncer le prochain point de presse. C'est de dire, par exemple, on travaille sur le cas, donc on va vous revenir avec un statut dans 3 ou 4 heures. Donc, vous indiquez, par exemple, à 14 heures ou à 15 heures, vous allez revenir avec un point de statut. Donc, ça va faire en sorte que les employés vont éviter de venir vers vous, ils vont vous laisser travailler. Et puis après, l'heure que vous avez proposée, évidemment, revenez encore avec un autre statut, juste pour indiquer aux gens que ça avance. Même si vous n'avez pas un gros avancement, indiquez aux gens que vous y travaillez, vous avez des pistes de solutions et que les choses avancent. De cette sorte-là, vous allez voir des gens qui vont vous laisser travailler, puis ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Aussi, très, très important, il faut désigner quelqu'un qui est en interne, qui va être la seule personne responsable de la communication dans le cas de l'incident. Il peut arriver, malheureusement, que l'information arrive entre les mains des journalistes. C'est pour ça que lorsque vous allez envoyer la communication, chaque fois que vous devez envoyer un courriel à vos employés, posez-vous toujours la question à savoir qu'est-ce qui pourrait arriver si, par exemple, le courriel en question tombe entre les mains d'un journaliste. Donc, contrôlez l'information de telle sorte que même si un journaliste le prend, il ne puisse pas peut-être lancer un avis ou une nouvelle dans les journaux qui vont faire en sorte que le lendemain, à la première heure, vous allez faire la une des journaux. Donc, vous désignez une personne qui est responsable de cette communication-là et puis vous informez l'ensemble des employés qu'il n'y a que cette personne qui est habilitée à répondre, de telle sorte que même s'il arrive qu'il y ait des personnes de l'extérieur ou des partenaires qui veulent avoir plus de détails, ben, ils vont contacter cette personne-là qui, elle, va filtrer l'information pour donner juste ce qui est nécessaire pour pouvoir transmettre comme information. Donc, après la partie communication, la partie confinement de l'incident, c'est vraiment de mettre en place des mesures rapides qui vont faire en sorte que vous allez isoler l'incident pour éviter qu'il se propage. Donc, en général, on va vous demander, dans le cas des serveurs physiques, de déconnecter la carte réseau. Dans le cas des serveurs physiques, par exemple, dans le cas des machines virtuelles, on va juste déconnecter la carte, mais surtout, n'arrêtez pas la machine. Parce que si vous arrêtez la machine, ce qui arrive, c'est que les preuves de la manière dont le pirate est rentré dans les réseaux, de qu'est-ce qu'il a réalisé sur la machine, ben, si vous arrêtez la machine, vous allez perdre l'information. Dans certains cas de réponse aux incidents que nous, on a vus, on a été en mesure d'aller chercher la clé de chiffrement parce qu'elle était encore à mémoire dans l'ordinateur en question. C'est pour cela qu'il est toujours bien d'isoler la machine de manière physique, mais d'éviter de l'arrêter. Frédéric, page suivante. Donc, autre chose aussi qui est très, très important, c'est de s'assurer est-ce que le pirate il est encore dans le réseau ou pas. Très rapidement, vous devez vous assurer. En général, comment on va le faire? On va utiliser des technologies qu'on va appeler généralement des systèmes de détection d'intrusion tels que le CDR de StreamScan qu'on va brancher dans les réseaux pendant le cas de la réponse aux incidents. Donc, la technologie va être en mesure de pouvoir détecter est-ce qu'il y a des mouvements suspects, est-ce qu'il y a des cas d'anomalie dans le réseau ou est-ce que le pirate il est encore là. S'il est encore là, on va créer des règles, par exemple, qu'on va insérer dans le firewall qui va faire en sorte que le pirate va être isolé littéralement. Donc, il va être éjecté de l'extérieur, ce qui va faire en sorte qu'il ne va pas pouvoir continuer de réaliser des actions malicieuses. Parce que si vous n'êtes pas en mesure de confirmer s'il est encore dans les réseaux ou pas, dans certains cas, si après quelques jours, vous ne les sollicitez pas pour payer la rançon, parce qu'en réalité, une fois que vos machines sont infectées, les pirates, ils reçoivent toujours un message qui les informe que telle machine ou telle compagnie a été victime. Donc, si vous ne revenez pas vers eux pour négocier le paiement des rançons, ben, l'image que ça leur envoie, eux, les messages qu'ils reçoivent, eux, c'est peut-être que vous avez des backups et vous ne voulez pas payer les rançons. Donc, ils vont vouloir, peut-être dans certains cas, vouloir escalader leur attaque pour faire plus de dégâts dans votre infrastructure. Donc, une fois que vous êtes en mesure d'isoler le pirate, de confirmer si le pirate n'est pas encore dans les réseaux, on va passer à la phase de reconstruction de vos systèmes. L'idée ici, c'est ne jamais prendre une machine qui a été infectée par un ransomware, passer un antivirus là-dessus et puis revenir en production avec cette machine. À partir du moment où votre machine est infectée par un ransomware, il va falloir reformater la machine à zéro ou trouver une autre machine sur laquelle vous allez réinstaller le système, appliquer ce qu'on va appeler les mesures d'endurcissement. Donc, l'idée ici, c'est d'appliquer des règles de renforcement de la sécurité. Vous allez, par exemple, changer les mots de passe par défaut, arrêter tous les services non essentiels, vous assurer d'utiliser juste les protocoles de sécurité qui sont reconnus comme étant sécuritaires. Donc, une fois que vous avez blindé les machines, vous allez devoir réinstaller les applications, appliquer tous les packs de sécurité et ensuite restaurer les données
avant de revenir en production. Puis aussi, élément important, depuis mi-2020, de plus en plus, les nouvelles variantes de ransomware qu'on voit ont la capacité d'exfiltrer les données. Ben, les pirates ont rajouté cette fonctionnalité parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment, les compagnies prenaient plus de sérieux, mettaient plus de sérieux dans les copies de sauvegarde qu'ils prenaient. Donc, une compagnie qui a des copies de sauvegarde, évidemment, ne sera pas dans une logique de paiement des rançons. Mais si le pirate arrive à exfiltrer les données, ben, ça lui donne un deuxième levier de négociation. Donc, c'est devenu aujourd'hui une fonctionnalité qu'on va retrouver dans tous les ransomware qui sont récents, ceux qui sont créés à partir de 2020. Vous allez avoir la fonctionnalité qui permet d'exfiltrer les données. Donc, avant de chiffrer vos données, les pirates, ils prennent une copie. Puis ensuite, si vous refusez de payer la rançon parce que vous avez des backups, ben, ils vont menacer de divulguer ces données-là sur Internet. Et puis malheureusement, on se rend compte que plusieurs compagnies qui ont des backups aujourd'hui continuent encore à payer des rançons tout simplement parce qu'elles ne veulent pas que l'information apparaisse dans les médias ou que leurs clients ou leurs partenaires se rendent compte que quelque part, ben, il y a eu une intrusion chez eux. Puis évidemment, comment on va être en mesure de pouvoir détecter lorsque vos données ont été exfiltrées ou pas? Parce que dans certains cas, on le voit encore des pirates qui font juste bluffer, qui vous disent que les données ont été exfiltrées, alors qu'en réalité, ça a été un vieux ransomware qui a été créé en 2017 ou 2018 qui n'a même pas cette fonctionnalité-là. Donc, ce que nous, on recommande fortement, ou ce que nous, on fait, c'est qu'on va aller sur les machines qui sont victimes, on va trouver une copie du ransomware en question, on va l'analyser dans un environnement de laboratoire de rétro-ingénierie de malware que nous, on a. Donc, on va simuler le cas de l'infection. Littéralement, on va infecter notre machine et puis on va observer les communications qui se mettent en place. Et puis, ça nous permet de savoir est-ce que le ransomware, il exfiltre des données. Donc, ça nous permet quelque part de confirmer est-ce que effectivement il y a une exfiltration de données ou non. Puis, dans le cas où il n'y a pas d'exfiltration de données, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais vous n'êtes pas obligé, dans ce cas-là, d'appeler tous vos clients, vos partenaires ou des employés ou d'autres personnes pour leur signaler qu'il y a une exfiltration de données. Mais évidemment, dans tous les cas, on va vous recommander fortement de signaler aux autorités que vous avez été victime d'un cas de ransomware. Après cela, une autre phase qui est très, très importante en matière de réponse aux incidents de type ransomware, qui est malheureusement assez négligée dans les compagnies, ce qui crée des problèmes additionnels, c'est le monitoring post-incident. Vous reconstruisez vos systèmes, vous installez les applications, vous revenez en production, mais dans plusieurs cas, surtout lorsque ceux qui ont fait des travaux de reconstruction sont des gens qui ne sont pas assez familiers avec la cybersécurité, mais ils n'ont pas tendance à valider comment le ransomware est arrivé dans les réseaux. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir reconstruire le scénario d'infection, de savoir par quoi le pirate est rentré, ben même si vous reconstruisez vos systèmes, même si vous appliquez des patchs, il peut arriver que le pirate passe par le même moyen pour infecter votre réseau. Donc, ce qu'on va vous recommander ici, c'est non seulement d'aller trouver le mode opératoire de l'infection, de l'incident, mais aussi de faire un monitoring post-mortem. L'idée derrière, c'est on part en production, mais pendant une période de 1 à 2 semaines, on va déployer, sinon plus dépendant de la taille de la compagnie ou de la criticité du réseau, on va déployer un système de détection d'intrusion. Vous allez avoir des gens derrière qui vont monitorer les réseaux pour voir est-ce que pendant la période de supervision, est-ce que vous avez d'autres types d'attaques qui arrivent. Puis à la fin de la période de monitoring, vous allez être en mesure de confirmer est-ce que oui ou non, ben, tout est beau et puis que votre réseau a été blindé de manière acceptable, on va dire. Donc, ça, c'est l'approche, la méthode de gestion des cas d'incident. Mais l'élément clé ici, c'est la meilleure chose à faire, c'est vous préparer en amont, évidemment. Partir du principe que les cas de ransomware font partie de la réalité d'aujourd'hui. Donc, renforcer la sécurité de votre réseau, limiter la surface d'attaque en notamment n'exposant pas sur plusieurs systèmes. Par exemple, si vous avez un système de contrôle d'accès à distance ou un système VPN ou RDP qui permet à vos employés de se connecter à distance, trouvez des moyens derrière qui font en sorte qu'il n'y a que ces personnes autorisées là qui puissent avoir accès à votre réseau. Donc, ça va limiter la possibilité que les gens puissent vous attaquer. Puis, évidemment, la sensibilisation, c'est un moyen qui est très, très accessible aussi, et puis qui a de la grosse valeur en matière de supervision, en matière de réussite de la sécurité. Puis, une fois que vous avez mis tout ça en place, c'est surveiller votre réseau de manière accrue. Parce que souvent, dans les cas de piratage, on a l'impression que le pirate, il rentre en un coup, alors que la réalité, le pirate, il met beaucoup de temps à rentrer dans le réseau et quand il commence à vous attaquer, les attaques font beaucoup de bruit. Par exemple, les attaques de type brute force où les pirates essaient de deviner les mots de passe qui sont dans votre réseau, ça va générer beaucoup d'événements de sécurité. Si vous faites la surveillance de votre réseau, vous allez être capable de pouvoir détecter ce type d'attaque-là en amont dès qu'elle commence et puis ça va vous faire en sorte que vous allez appliquer des règles qui vont éviter ensuite que votre réseau soit piraté. Donc, Frédéric, page suivante. Donc, en fait, les questions qu'on va retrouver aussi souvent dans les cas de gestion des cas de ransomware, ça va être est-ce que oui ou non, on doit payer la rançon? Nous, par expérience, on ne conseille pas du tout aux entreprises de payer des rançons pour la simple raison que lorsque vous le faites, ben vous allez créer un appel d'air. Le message que vous allez envoyer aux pirates, c'est que vous êtes des pigeons, que vous êtes littéralement prêts à payer les rançons. Et puis, si vous le payez une fois, il y a de fortes chances que vous allez payer une deuxième fois parce que les pirates se parlent beaucoup. Donc,
on va vous recommander fortement de ne pas le faire. Mais la réalité aussi, c'est que ça reste un business case. Si vous êtes une compagnie qui n'a pas de backup ou qui a les backups qui datent de 1 an et que si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir revenir en production, ben, peut-être que vous allez devoir fermer. Peut-être que vous pourrez être tenté d'aller en négociation avec les pirates. Puis donc, ce que vous devez retenir dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a aucune garantie, c'est que même si vous payez la rançon, peut-être que les pirates ne vont pas vous donner la clé de chiffrement. Frédéric, page suivante. Puis aussi, dans le cas où vous êtes obligé de négocier, puis que c'est la seule alternative qui vous reste, je vous recommande de ne jamais improviser. Ne vous improvisez pas négociateur en paiement des rançons parce que c'est très, très complexe, c'est très, très ardu. Et puis, si vous négociez mal, malheureusement, soit les frais vont augmenter ou vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'allez même pas pouvoir détecter ce que la possibilité de pouvoir avoir accès à la clé de chiffrement va être minime. Donc, ici, l'idée, c'est que vous devez, dès que vous rentrez en négociation, partez toujours du principe que le pirate vous voit juste comme un client. Que vous soyez dans le domaine médical, dans le domaine des usines d'eau potable ou dans d'autres environnements qui sont très, très critiques, ou que vous soyez une PME qui a 5 employés, le fait de le dire aux pirates, ça ne changera rien parce que de toutes les façons, ils ont l'habitude de s'entendre dire, même les grosses compagnies qui ont 10 000 employés se font passer pour des compagnies de 5 employés. Donc, ils ont l'habitude d'entendre ce discours-là. L'idée derrière, c'est vous devez comprendre qu'ils vous voient comme un client, c'est de voir dans quelle mesure vous allez être en mesure de pouvoir négocier avec eux pour atteindre votre objectif. Donc, évitez, par exemple, de vous fâcher, de les traiter de voleurs ou de truands parce que vous ne ferez qu'empirer les choses. Puis, si vous commencez à les traiter de truands, ce qui va arriver, c'est qu'ils peuvent se fâcher. Et puis, s'ils se fâchent, peut-être aussi que le montant des rançons va augmenter. Donc, partez du principe que c'est une négociation. Hein. Négociez durement, très dur. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. Ce que je vous recommande souvent, c'est le montant de la rançon initiale, essayez de le couper en 3 ou en 4, puis essayez de négocier le minimum possible. Envoyez un message clair aux pirates. Ça ne va pas être facile, ça va être très, très dur. Peut-être que la négociation ne va pas aboutir et puis qu'à tout moment, vous allez vous donner le droit de sortir de la négociation. Donc, il faut qu'ils sentent quelque part que ça peut être difficile, ce qui va faire en sorte qu'ils vont être un peu plus souples aussi dans les négociations. Puis aussi, évidemment, une fois que vous avez une entente, demandez toujours une preuve de vie. La preuve de vie, c'est de demander aux pirates de vous montrer qu'ils sont capables de pouvoir déchiffrer les données avant que vous payiez la rançon. Donc, idéalement, ici, vous allez choisir 3 ou 4 fichiers de manière aléatoire sur vos ordinateurs que vous allez ensuite donner aux pirates. Puis ils vont devoir les déchiffrer puis vous montrer qu'ils sont capables de le faire avant que vous payiez la rançon. Frédéric, page suivante. Donc, ici, pour revenir rapidement sur les points que vous devez appliquer si vous voulez vous mettre à l'abri des cas de ransomware, c'est toujours faire des sauvegardes de manière régulière. Une copie que vous allez garder en interne, une copie à l'externe, puis une autre copie aussi offline qui va être stockée sur le support externe. Parce que malheureusement, dans certains cas qu'on voit, notamment en PME, le seul critère de mise en place d'une solution de backup, c'est le coût. Donc, dans certains cas, on va voir la solution de backup qui est directement liée à des serveurs. Puis évidemment, dès que le pirate infecte la machine en question, le serveur, il encrypte aussi des backups. C'est des choses qui arrivent très régulièrement. Ou la solution de backup qui est dans le cloud est littéralement liée au réseau de manière claire. Et puis là, le pirate infecte le serveur et puis il trouve la connexion avec le serveur de backup à l'externe. Puis il arrive aussi à infecter le backup à l'externe. Donc, ici, il faut avoir des copies, toujours avoir une copie offline. Aussi, testez vos backups de manière régulière. Dans plusieurs cas de ransomware que nous avons vus, lorsqu'on a essayé de restaurer les données, même si la compagnie avait des backups, on s'est rendu compte que dans 60% des cas, les backups ne fonctionnaient pas de manière correcte pour la simple raison qu'on ne l'avait pas testé. Donc, il faut tester les backups de manière régulière, s'assurer. Ça demande de la discipline, j'en conviens, mais c'est le prix à payer si vous voulez être capable de pouvoir réagir rapidement lorsque vous allez avoir des problèmes de ce genre-là. Donc, on va aussi limiter la surface d'attaque en endurcissant les systèmes, en sensibilisant les utilisateurs. On va aussi déployer des antivirus, vous assurer d'avoir un antivirus à jour sur chacune des machines que vous avez dans les réseaux. Que ce soit une machine Unix ou une machine Windows, il n'y a pas que les machines Windows qui ont besoin d'antivirus. Malheureusement, certaines compagnies apprennent cela à leur dépend lorsqu'il y a une infection. Souvent, c'est le choc. On pense que sous Linux ou sous Unix, il n'y a aucun antivirus, il n'y a aucun ransomware qui peut les infecter, alors que la réalité, quel que soit le type de système d'exploitation, les ransomware peuvent faire des infections. Et puis aussi, autre élément qui est important, c'est lorsque vous déployez un antivirus, assurez-vous qu'il y ait un mot de passe qui soit mis en place, l'arrêt, par exemple, de l'antivirus requiert la saisie des mots de passe. Dans plusieurs cas de ransomware qu'on voit aussi sur le marché, malheureusement, ce sont des antivirus qui sont très vieux, qui sont détectables par l'antivirus qui est installé sur la machine, mais les compagnies en question n'ont pas pris les bonnes mesures pour sécuriser l'antivirus. Donc, le pirate, il prend le contrôle du serveur, il arrête l'antivirus et puis ensuite, il lance son ransomware. Mais si l'arrêt de l'antivirus requiert la saisie des mots de passe, qui est évidemment différent de celui qui se trouve sur le serveur, le pirate, il va essayer d'arrêter l'antivirus, il ne va pas être en mesure de pouvoir le faire, donc il ne va pas être capable de pouvoir infecter vos machines. Puis évidemment,
dans les bonnes pratiques aussi, il faut que vous déployiez des solutions de détection, prévention d'intrusion qui vont vous donner une visibilité totale sur la sécurité de votre réseau. Et puis après, surveiller la sécurité de votre réseau en mode 24/7 pour être capable en tout temps de pouvoir détecter les cas d'anomalie ou les cas suspects parce que ça va beaucoup vous aider à prévenir les cas d'incident. Puis, autre élément que je tiens à signaler ici aussi, c'est les SIM. Les SIM sont des outils de sécurité qui sont déployés dans plusieurs compagnies. Puis, on a l'illusion, ou du moins les compagnies ont l'illusion qu'un SIM, qui est un outil de gestion des logs, est un système de détection d'intrusion. Ce n'est pas le cas. Ces genres de technologies vont être capables de vous protéger contre un nombre très, très limité de scénarios d'attaque. Puis, si vous n'avez pas un agent, par exemple, qui est installé sur un serveur, malheureusement, le SIM ne va pas être capable de pouvoir protéger ce serveur-là. Il peut arriver qu'il y ait une attaque cible des machines critiques dans votre réseau, mais que vous ne soyez pas en mesure de les voir à partir de votre SIM pour la simple raison que ben, le SIM n'est pas un système qui détecte les intrusions. Donc, allez au-delà du SIM, déployer un système de détection d'intrusion qui, lui, va vous apporter la visibilité nécessaire pour pouvoir vous protéger contre les types d'attaques de ce genre-là. Frédéric, page suivante. Donc, je te laisse continuer. Parfait. Merci, Karim. Donc, ça, c'était la partie pour ransomware. Maintenant, on veut juste prendre un pas de recul pour expliquer en fait qu'est-ce qui fait que ces problèmes-là apparaissent aujourd'hui dans les organisations, comprendre c'est quoi la dynamique aujourd'hui dans le monde du piratage qui justifie qu'il y ait autant d'attaques. Donc, il faut comprendre que pour protéger son organisation de façon efficace, il faut que les décideurs, avant tout, doivent comprendre c'est quoi la source du problème, c'est quoi la source des risques de cybersécurité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension des problèmes de sécurité dans les organisations. Donc, si on peut expliquer brièvement c'est quoi la dynamique dans le monde du piratage, c'est que d'un côté, on a des hackers. En fait, il faut comprendre que les hackers innovent constamment avec leurs techniques de piratage. Et donc, si on a une stratégie qui est fixe, par exemple en cybersécurité, ou on a une stratégie qui est passive, bien, rapidement, on va être dépassé. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Si on regarde l'image ici là, de la voiture, en fait, ici, c'est pour démontrer qu'en fait, les organisations aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'ils sont en train de construire des murs autour de leur organisation pour se protéger, mais elles ignorent en fait les techniques que les pirates peuvent utiliser pour contourner leurs mesures de sécurité. Donc, l'analogie que je donne souvent, c'est que vous avez un château, vous construisez un mur de protection, mais vous ne savez pas que les pirates ont des hélicoptères juste pour sauter par-dessus le mur, en fait. Et donc, c'est le problème qu'on voit aujourd'hui. Et donc, les PME, ils doivent conjuguer avec un nombre grandissant de problèmes de sécurité avec des équipes réduites. Et donc, il existe un vrai décalage entre les mesures de sécurité en place puis les techniques que les pirates utilisent. Okay? Donc, il faut comprendre que les failles de sécurité qui sont utilisées par les pirates, là, il y en a beaucoup. Il y en a des nouvelles qui sont découvertes chaque jour. Et donc, les derniers chiffres démontraient qu'il y avait environ 50 nouvelles vulnérabilités découvertes par jour. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 nouvelles vulnérabilités dans votre parc informatique, mais il faut comprendre qu'il y a des problèmes de sécurité qui apparaissent constamment dans votre parc. Et donc, si vous n'êtes pas en train d'essayer de les corriger, mais forcément, votre niveau de sécurité se dégrade dans le temps. De l'autre côté, vous avez des pirates qui innovent, qui cherchent toujours des façons de contourner les mesures de sécurité que vous avez mises en place. Donc, ils développent des façons d'exploiter les vulnérabilités. Si on regarde le MIT, qui est un organisme en fait qui répertorie toutes ces techniques-là utilisées par les pirates, il y a plus de 200 techniques qui ont été répertoriées qui permettent aux pirates de contourner des mesures qui sont mises en place. Donc, on a vraiment une accélération à ce niveau-là et donc, c'est ce qui crée en fait qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui des organisations qui ont des sécurités qui ne sont pas efficaces contre les techniques de piratage modernes. Donc, mon point, en fait, c'est comment on peut rehausser notre sécurité quand on sait ça maintenant. Donc, c'est quoi les approches qu'on doit mettre en place pour se sécuriser. Donc, il y a plusieurs choses qu'une organisation peut faire, tout dépendamment de son niveau de maturité, de sa grosseur, de qu'est-ce qu'elle veut atteindre en termes de cybersécurité. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, par contre, c'est que ici, c'est pas moi qui le dis, c'est le Centre canadien pour la cybersécurité. Donc, eux émettent des contrôles et des recommandations pour les PME. Et une des premières choses qu'ils vont dire, c'est que les organisations devraient envisager les incidents de cybersécurité comme étant inévitables et devraient disposer d'un plan d'intervention pour assurer la reprise de leur activité. Aussi, les organisations devraient mettre en place des solutions qui vont permettre de détecter et de surveiller les incidents et d'intervenir. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'attaque va arriver dans votre parc informatique. C'est inévitable. On ne peut pas assurer la sécurité à 100%. La meilleure stratégie qu'on peut mettre en place aujourd'hui, c'est de mettre en place des solutions pour se défendre, se préparer à l'attaque informatique et essayer d'identifier les signaux de compromission avant qu'il y ait un impact qui soit important au niveau de l'attaque informatique. Donc, comment ça se décline en service aujourd'hui pour les organisations?
Donc, la première chose qu'on recommande, c'est d'avoir le bon mindset en place. Donc, qu'est-ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut penser, pour arrêter les hackers, il faut comprendre les hackers. Donc, il faut que votre stratégie de cybersécurité générale, en fait, soit alignée avec les risques que votre organisation fait face. C'est-à-dire que vous devez comprendre les risques qui existent dans votre organisation, sont où les brèches dans votre organisation et vous devez mettre en place face à ça des techniques, plutôt des modules de cyberdéfense, des solutions de cyberdéfense ou des politiques qui vont vous permettre de contrer les risques que vous avez identifiés. Donc, simplement, d'un côté, on a les cybermenaces, comme Karim tantôt expliquait, par exemple, les top 5 façons utiliser pour les pirates pour faire une attaque de ransomware. Ben, si vous n'avez pas une protection à chaque niveau pour ces techniques-là de piratage, mais c'est sûr que vous êtes à risque. Et donc, si vous identifiez ces top façons-là pour votre organisation et vous mettez en place des mesures de sécurité qui vont pouvoir compenser pour ça, vous allez rehausser grandement votre cybersécurité. Il faut comprendre qu'en cybersécurité, c'est 20 des efforts vont donner 80 des résultats. Donc, des choses très précises qui peuvent être faites qui vont vous permettre de vous sécuriser. OK. Donc, une des choses qui est importante de faire, c'est de préparer un plan de réponse aux incidents et de faire des simulations dans l'organisation. Je vais laisser Karim en donner plus d'informations à ce niveau-là. OK, merci Frédéric. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de définir un plan de réponse aux incidents et puis de vous assurer que vous êtes prêt à faire face à des cas de ransomware. L'idée derrière, c'est de définir un document qui va contenir les rôles et les responsabilités de toutes les personnes qui vont avoir besoin d'intervenir en cas d'incident. Qu'est-ce que chacun doit faire? Et définir aussi une procédure opérationnelle qui permet de déterminer de manière claire en cas de ransomware quelles sont les différentes activités à réaliser. Donc, en cas de problème, vous n'avez pas à vous poser des questions, vous n'avez pas à réfléchir, vous sortez le document, étape 1, on déconnecte la machine, étape 2, on réalise telle action, étape 3, on réalise telle action. Il faut que vous ayez ce plan en amont parce que si vous ne l'avez pas, en cas d'incident, vous allez tâtonner. Puis si vous êtes tâtonné, vous allez créer des effets non désirés et puis finalement, les impacts vont augmenter. Donc, les cas de ransomware sont souvent des cas qui sont très, très lourds. Hein. Donc, je vous recommande aussi de mettre en place une cellule de crise. Il faut aussi considérer qu'une cellule de crise, un cas de crise se gère 24/7. Dans plusieurs cas d'incidents qu'on voit, il y a une cellule de crise 7 qui a été mise en place dans la compagnie, mais malheureusement, après 10 ou 12 heures de travail, l'équipe est très fatiguée, elle est plus opérationnelle et puis là, on passe en mode flottement. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une équipe en rotation, assez de personnes dans la cellule de crise pour que vous puissiez faire des rotations sur 24 heures. Puis ensuite, il faut détenir une liste d'escalade qui va déterminer de manière claire quelles sont les différentes personnes qui vont intervenir, quel est leur numéro de téléphone cellulaire, quand est-ce que vous pouvez les joindre, puis avoir des backups aussi pour chaque personne, de telle sorte que si vous n'arrivez pas à joindre la personne principale, vous puissiez passer à la deuxième personne. Puis aussi, les questions de simulation. La simulation est très, très importante. L'idée derrière, c'est de faire des tests de manière régulière pour vous assurer que votre équipe est toujours opérationnelle. Je vous recommande, par expérience, de faire souvent des tests pendant la période des vacances. Parce qu'en période de vacances, il peut arriver que vous ayez 3 ou 4 personnes qui sont critiques dans votre cellule de crise ou dans vos équipes opérationnelles qui sont absentes. Donc, si vous faites une simulation, vous allez vous rendre compte que si un incident s'est produit à cette période-là, peut-être que vous n'allez pas avoir les bonnes personnes pour pouvoir vous aider à réagir. Puis évidemment, le but de la simulation aussi, c'est d'arriver aussi avec des écarts, donc des problèmes que vous avez constatés, puis de faire ensuite des recommandations pour pouvoir rehausser votre politique ou l'améliorer de telle sorte qu'en cas de problème, vous soyez le plus efficace possible. Puis ici aussi, l'élément clé, c'est de ne pas essayer d'improviser. Si vous n'avez jamais créé un plan de réponse aux incidents, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, allez chercher des gens qui l'ont déjà fait pour qu'ils vous aident à définir le plan de manière nominale, de telle sorte que, après les tests, vous soyez sûr que vous avez fait la bonne chose. Merci, Karim. Autre chose que vous pouvez faire aussi pour vous sécuriser, c'est de mettre en place des technologies qui sont conçues, en fait, pour détecter les signaux d'attaque. Donc, ici, sur StreamScan, on présente notre technologie CDS qu'on a développée, qui est un système de détection de cybermenaces. Donc, l'idée, c'est qu'avec une technologie qui est spécialement conçue pour ça, on est capable d'avoir une vue d'ensemble sur le parc d'informatique et de détecter tous les signaux qui nous font comprendre, en fait, qu'on est sous attaque. Et donc, ce type de technologie-là, aujourd'hui, c'est très important parce que les antivirus ont des limitations. Et par exemple, le firewall aussi n'ont pas ces fonctionnalités-là intrinsèques pour pouvoir vous donner ces informations-là. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas de capacité de détecter que quelqu'un cette technologie-là, c'est vraiment un avantage aujourd'hui parce que ça donne une visibilité profonde, en fait, dans le parc informatique et ça permet de pouvoir réagir rapidement en cas d'attaque aujourd'hui.
Autre chose que vous devez faire, en fait, si vous n'avez pas l'expertise à l'interne pour administrer les outils de cybersécurité, vous devez mettre en place un service qu'on appelle un service MDR. Donc, le service MDR, c'est vraiment un service qui se concentre sur la détection et la réponse aux cyberattaques. Donc, avec des technologies comme le CDS, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va monitorer en temps réel votre parc informatique. On va voir les problèmes de sécurité à l'horizon, on va voir les attaques qui vous visent et donc on est capable de prendre des mesures pour sécuriser de façon proactive. Et donc, ça, c'est une façon qui est très efficace aujourd'hui parce que ça se passe très vite, une attaque. Et donc, si on est capable d'identifier les brèches avant qu'elles soient exploitées ou avant que l'attaque finale arrive, on va rehausser grandement la cybersécurité. Il faut comprendre aussi que votre parc informatique, c'est quelque chose qui est dynamique, qui va être de plus en plus dynamique. Vous allez rajouter des machines, vous allez avoir des IoT, vous avez du cloud, et donc de plus en plus, le parc est complexe et on n'a pas de visibilité, par exemple, sur les téléconnectés, sur des IoT connectés. Et donc, ça prend une technologie et un service qui prend tout ça en charge et qui monitore et que quand il voit quelque chose qui peut porter à risque l'organisation, l'information sera montée à l'équipe sur l'équipe, en fait, TI de l'organisation pour mettre en place des recommandations. Et ça, je dirais que c'est le service en ce moment qui est le plus le vent dans les voiles en cybersécurité aujourd'hui dans les PME. Ensuite, qu'est-ce qui est très important de mettre en place? C'est un service de retainer. Donc, un service de retainer, en fait, c'est l'assurance que vous allez avoir une équipe de sécurité spécialisée en réponse aux incidents qui vont intervenir dans un délai préétabli avec l'organisation. Donc, en fait, vous vous assurez que si jamais il y a un incident de cybersécurité, il y a des experts en cybersécurité qui vont se déployer. Ici, Streamscan, par exemple, c'est un délai de 4 heures maximum. Donc, vous allez avoir le support nécessaire pour répondre à l'incident, isoler l'attaque et vous permettre de revenir le plus rapidement possible en production. Il faut comprendre que quand il y a une attaque, ce sont les premières minutes, les premières heures qui sont les plus critiques. Et donc, si vous avez déjà accès à une équipe qui est capable de vous accompagner, vous allez grandement réduire les impacts et les coûts financiers reliés à ça. Donc, ça, c'est un service qui est très abordable pour les PME. Et donc, ça permet de dormir tranquille parce qu'on sait que le jour qu'il y a un incident, toute la machine, en fait, s'enclenche pour remédier à l'incident. Karim, tu as rajouté quelque chose ici? Non, c'est parfait. Parfait, je continue. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, on va les prendre toutes ensuite. Si vous voulez parler directement avec nous, j'ai mon numéro de téléphone ici que vous voyez à l'écran. Je vous encourage à me contacter pour avoir une discussion ouverte pour comprendre c'est quoi vos enjeux en termes de cybersécurité. Si vous voulez avoir un avis d'expert sur les choses que vous voulez faire en termes de cybersécurité, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Vous pouvez m'écrire aussi directement à mon courriel que vous voyez à l'écran. Vous pouvez m'envoyer vos questions, ça va me faire plaisir d'organiser un appel avec vous pour pousser la discussion. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation aujourd'hui? Laissez-moi un instant, je vais aller voir aussi dans le chat. Ouais. Donc, j'ai une question ici en privé qui veut savoir à partir de quel moment, en fait, on devrait investir en cybersécurité contre les attaques de type ransomware. Est-ce que je te laisse répondre, Karine? Bon, OK. En fait, je pense que l'élément clé ici, c'est de commencer par faire une analyse des risques. Hein. L'analyse des risques, c'est de déterminer en fonction de la valeur des actifs que vous avez, faire déjà l'inventaire de vos systèmes, de vos applications, puis de déterminer pour chacun d'eux quel est, par exemple, le délai d'indisponibilité maximum qui est accepté. Si vous avez, par exemple, une base, prenons le cas de votre contrôleur de domaine Active Directory. Si vous vous rendez compte que si Active Directory tombe en panne pendant une journée, bien évidemment, les gens ne pourront pas travailler. Donc, vous êtes en mesure de pouvoir déterminer combien ça va vous coûter. Vous faites un calcul rapide, nombre d'employés multiplié par le taux horaire, multiplié par la journée. Bien, vous allez déterminer rapidement qu'est-ce que ça vaut dans le cas où cette machine est affectée par un ransomware. Donc, vous allez identifier tous les risques que vous avez et puis en fonction des différents systèmes que vous avez, c'est de déterminer derrière quel est l'impact en termes monétaires ou en termes d'image ou de réputation si vous avez un cas de ransomware. Et puis, à partir de ce moment-là, les mesures de sécurité que vous allez appliquer vont venir ensuite. Là. Donc, vous allez pouvoir déterminer, par exemple, que si vous avez une panne par un ransomware, ça va vous coûter 200 000 $. Donc, s'il faut déployer, on va dire 50 000, 75 000 $ pour vous sécuriser, ça peut être quelque chose qui est considéré comme raisonnable dans ce cas-là. Mais c'est toujours de commencer par une analyse des risques. Puis, à partir des différents risques, on va partir du principe qu'il faut déployer ensuite les mesures.
Puis la réalité de l'évolution des cyberattaques telle qu'on le voit aujourd'hui, le ransomware est considéré aujourd'hui comme étant le risque numéro un pour toutes les compagnies en matière de cybersécurité. Donc, soit vous appliquez les mesures qui vous permettent de vous protéger contre cela, ou bien vous partez du principe qu'un jour ou l'autre, vous allez être la victime, puis vous pouvez ensuite estimer c'est quoi tes conséquences derrière, et puis soit les assumer ou décider de les corriger. Oui, puis je rajouterais aussi, Karim, que l'analyse de risque, c'est un exercice qui permet à toute l'organisation de comprendre c'est quoi l'état de la cybersécurité, l'état de la cyberdéfense de notre organisation. Et donc, ça peut permettre aux directeurs TI souvent de pouvoir expliquer à la haute direction c'est quoi le niveau de risque auquel l'organisation fait face. Et souvent, c'est le plus grand frein qu'on rencontre en fait dans les organisations pour mettre en place la cybersécurité, c'est une incompréhension des risques. Et donc, c'est vraiment une étape cruciale à faire, enfin, de pouvoir que toute l'organisation soit informée du niveau de risque que l'organisation fait face aujourd'hui. J'ai une autre question. On aimerait savoir, en fait, c'est qu'est-ce que ça prend pour installer ce genre de technologie-là? C'est quoi les requis quand on parle de la technologie CDS? Ben, en fait, le CDS, il fonctionne dans différents modes. Hein. L'idée derrière pour le brancher dans un réseau, en général, on va le brancher sur le core switch. D'un point de vue opérationnel, on a besoin d'une composante sur laquelle on peut voir le maximum de trafic qui rentre ou sort du réseau. Donc, on va activer un mode qui s'appelle le mode de span ou le mode mirroring qu'on va trouver généralement sur le commutateur. Donc, on a juste à activer cette fonctionnalité et ensuite connecter le CDS pour qu'il soit en mesure de pouvoir voir tout le trafic qui rentre dans le réseau, pour ensuite être en mesure de pouvoir l'intercepter puis l'analyser pour détecter les cas de cyberattaque. On a aussi une version virtuelle qu'on peut déployer dans un environnement tel que VMware ou Hyper-V, puis ça va être en mesure de pouvoir détecter aussi les cas de cyberattaque. Puis aussi, ça peut se déployer dans le cloud. Super. J'ajoutais aussi que l'avantage de ce type de technologie-là dans le déploiement, c'est qu'il n'y a pas de coût relié, par exemple, au maintien de la solution pour pouvoir incorporer les nouvelles machines dans votre parc informatique. Et ça, c'est un point qui est important à comprendre, que ce type de technologie-là, une fois qu'il est déployé, va s'adapter automatiquement à votre environnement. Et donc, comparé à d'autres solutions telles qu'un SIM aujourd'hui qui demande un entretien constant, en fait, pour le garder à jour avec votre parc informatique qui évolue. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur la technologie aussi, ben, je vous invite à me contacter directement. Je regarde encore si j'ai pas d'autres questions de notre côté, Karim. Donc, je pense qu'on arrive au bout de la présentation. Je veux remercier tout le monde d'avoir participé. Et encore une fois, si vous avez des questions, ben, vous pouvez me contacter directement à mon courriel à la page. Je vais mettre l'adresse ici, à frédéricbf@streamscan.ca. Karim, un mot de la fin? Ben, ce que je pourrais rajouter, c'est que les cyberattaques évoluent sans cesse aujourd'hui et puis c'est toujours mieux de se préparer en amont que d'avoir à vivre les cas d'incidents parce que pour avoir géré plusieurs cas d'incidents, je peux vous assurer que c'est des situations qui ne sont pas assez drôles, c'est des situations qui sont très, très stressantes, qui font en sorte que quelque part, malheureusement, les équipes de TI ou les équipes de sécurité vont se retrouver dans certaines situations où ils vont littéralement perdre la confiance de la haute direction parce que souvent, on a l'impression que le réseau est bien sécurisé jusqu'à ce qu'il y ait un incident. Donc, se préparer en amont, déployer les outils qu'il faut, faire de la supervision de la cybersécurité de votre réseau, c'est la clé. Si vous êtes en mesure de pouvoir détecter les attaques en amont, de vous protéger, ça va vous éviter de vivre ces genres de situations qui ne sont pas du tout agréables à vivre. Super. Merci beaucoup, Karim. Je t'en prie, Fred. Merci encore à tout le monde d'avoir participé et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonne fin de journée. Merci. Merci.